Merci d'inviter un réanimateur dans un congrès de soins palliatifs. C'est vrai que c'est pas banal. Mais vous allez voir, finalement, on a beaucoup de liens communs. Et j'en veux pour preuve le travail au quotidien qu'on fait avec Jean-Pierre dans l'unité, où on a très souvent affaire à vous. Et je pense que ces échanges sont extrêmement importants. Alors, en réanimation, évidemment, vous le savez, on a des pathologies graves. Une mortalité extrêmement importante, pratiquement un patient sur 4 de l'unité va décéder. On va avoir des soins qui sont douloureux, qui vont générer de l'anxiété, de l'agitation, de la confusion, et le tout dans un environnement qui est relativement agressif, qui est celui de la réanimation, où il y a beaucoup de bruit. Et donc la sédation fait partie de notre quotidien, tous les jours, et ça fait partie tellement de notre quotidien qu'il faut garder toujours à l'esprit qu'en face de nous, on a des patients, parce que le risque, avec des patients dont la plupart sont sédatés en coma artificiel, c'est d'imaginer qu'on ne soigne plus des humains, mais des corps. Et avec toute cette technologie, et c'est de la déshumanisation du soin. Donc il faut toujours garder à l'esprit cette humanisation du soin. C'est pour ça que ça fait partie de la conférence de consensus sur le mieux-être en réanimation. On a proposé toujours aux familles d'amener des photos du patient quand il était en bonne santé, des photos de ses proches, pour 2 raisons. D'abord, c'est que quand il va se réveiller, on espère qu'il va se réveiller, eh bien, il aura des visages connus en face de lui. Et puis deuxièmement, nous, quand on rentre dans la chambre, ça nous rappelle toujours que la personne qui est allongée là, inconsciente, en fait, elle est une personne réellement vivante dans un milieu plus habituel. Alors, on a beaucoup de douleurs dans les services de réanimation. Vous voyez, ça, c'est une étude Grenoble et Montpellier. Gérald Schank, qui est probablement un des référents internationaux sur la prise en charge de la sédation et de la douleur. Vous verrez que je le cite souvent. Et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a prêté quelques diapositives. Vous voyez que dans 30% des cas, on a de la douleur au repos, et dans voire 60 à 80% lors des soins. Donc, vous voyez que la douleur, c'est vraiment une préoccupation qui doit être constante chez nous. Alors, où le patient a mal, il a mal, ça dépend de la typologie des patients. Ce sont des patients chirurgicaux essentiellement aux sites chirurgicaux, bien sûr, ou aux sites de traumatologie. Quand ce sont des patients plutôt médicaux, c'est plutôt des douleurs du dos et des jambes. Et puis, un tiers des douleurs viennent d'un peu partout. Une sonde d'intubation, ça fait mal à la gorge. Une sonde urinaire, ça peut faire mal. Des cathéters un peu partout, ça peut faire mal. Donc, quels sont les objectifs communs de la sédation? Ça va être de diminuer les risques notamment d'un patient agité qui risque de se débrancher du respirateur, d'arracher des drains précieux, des drains thoraciques, des cathéters veineux centraux. Ça va être de préserver l'intégrité physique et psychologique. C'est extrêmement important. Je vous l'ai dit, l'agitation, la confusion, le délire, ça fait vraiment partie de nos problématiques en réanimation. Là, je vous en ai mis une illustration, mais c'est vraiment ça. Donc, faciliter les soins, l'adaptation au respirateur, réaliser des gestes courts à visée diagnostique ou thérapeutique, des drainages, des fibroscopies, etc. Donc, c'est un besoin de sédation au quotidien, en permanence. Alors, quelles sont les indications de la sédation en réanimation, avant d'attaquer la sédation terminale? On va différencier la sédation analgésie de confort. Alors, je vais employer le mot sédation, évidemment, à chaque fois, c'est sédation-analgésie. On n'endort pas un patient sans traiter son problème de douleur, donc c'est toujours de la sédation-analgésie. Donc, dite de confort, pour répondre aux objectifs que je vous ai précédemment cités, et puis une sédation analgésie thérapeutique. Alors là, c'est vraiment autre chose. Donc la sédation analgésie de confort, c'est de soulager en priorité la douleur et d'améliorer la tolérance à l'environnement. À l'inverse, la sédation analgésie thérapeutique, c'est beaucoup plus profond. C'est un élément à part entière dans certaines pathologies qu'on va avoir à traiter, comme les syndromes de détresse respiratoire aiguë, les hypertensions intracrâniennes, voire éventuellement les états de choc sévères. Et donc là, c'est vraiment la sédation est une partie du traitement à part entière. Alors, quand on est sur donc je mets à part cette sédation thérapeutique qui, elle, doit être très profonde. Quand on est sur de la sédation dite de confort, quels vont être nos objectifs et nos niveaux de vigilance à choisir? Ça va être un mixte entre
empêcher une agitation, permettre à un patient d'être adapté au ventilateur, diminuer sa consommation en oxygène, et puis éviter d'augmenter la durée de ventilation, donc par une sédation trop profonde, qui va évidemment augmenter la durée de séjour, et risquer d'entraîner des complications de décubitus, le tout en essayant que le patient garde le meilleur souvenir possible de son séjour en réanimation. Alors, en fait, en pratique, souvent, il ne se souvient absolument pas de son séjour en réanimation, la plupart du temps, hein. Mais certains en ont quand même des souvenirs qui sont franchement pas agréables. Et donc, on est passé des années 70 à des patients qui étaient absolument pas sédatés, aux années 90 où le patient était planche, comme on dit dans notre jargon, hein, c'est-à-dire qu'il bougeait absolument pas, à aujourd'hui des patients qui sont bien sédatés. Donc bien sédatés, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu ou pas sédatés, mais bien analgésiés, bien ventilés, bien relaxés. Vous voyez ce patient en position yoga, donc pourtant il est ventilé. Donc ça c'est un signe que le patient est plutôt bien. Alors, on a beaucoup de thérapeutiques, on a cette chance, puisque on est aussi anesthésiste avant d'être réanimateur, et on a à notre disposition un grand nombre de drogues d'anesthésie qui nous permettent, en règle générale, d'avoir une sédation tout à fait efficace. Une grande gamme d'analgésiques, puisque la plupart de nos patients sont ventilés, donc on n'a pas le problème de la dépression respiratoire liée au morphinique. Donc on peut utiliser des drogues comme le sufentanil, hein, qui est 1000 fois plus puissant que la morphine, donc des drogues très très puissantes. Donc là, on arrive à bien gérer l'analgésie. Et puis la question qu'on se pose, c'est finalement la réanimation, est-ce qu'elle est traumatisante? Quel souvenir et quel retentissement peut avoir le patient à la sortie de son séjour en réanimation? Bien, vous voyez que c'est pas nul, hein. Vous avez 20 à 30% des patients qui ont un syndrome de stress post-traumatique, 20 à 40% qui ont de l'anxiété, 20 à 50% qui ont des dépressions, puis tout un nom, troubles du sommeil, etc. Donc le séjour en réanimation va effectivement laisser derrière lui un certain nombre de traces. Alors bien sûr, ces traces sont aussi directement liées à la façon dont le patient était avant de venir en réanimation, à son contexte psychologique, éventuellement ses antécédents, mais pas que. Un certain nombre sont liés aux actes et à la réanimation en elle-même, et la sédation fait partie des risques et des éléments étiologiques de ces syndromes, notamment de stress post-traumatique, de dépression et d'anxiété. Parce que la sédation analgésie, c'est une arme à multiples tranchants. Ça a des effets secondaires directement liés aux médicaments, comme l'hypotension, hein, si on utilise du propofol, voilà, ça va entraîner une hypotension. Des délires, hein, vous connaissez tous les délires sous benzodiazépine, de l'immunosuppression, de l'iléus, les morphiniques. Le problème c'est que c'est très puissant, surtout ceux qu'on utilise. Le problème c'est qu'évidemment ils induisent des iléus et de façon très très importante, qui peuvent nous empêcher par exemple d'établir une alimentation entérale. Et puis ça va entraîner une immobilité diaphragmatique. Le diaphragme va être mis au repos quand le patient est ventilé et sédaté, donc il ne va plus bouger, ainsi que les membres périphériques. Et vous savez, vous avez tous eu, enfin un certain nombre, je pense, le bras dans le plâtre, une jambe dans le plâtre, et vous voyez à quelle vitesse un muscle fond quand il est immobilisé. Et donc un patient qui va être sédaté plusieurs jours, il va avoir une fonte musculaire extrêmement importante, et qui là aussi vont entraîner une augmentation de la durée de séjour, des complications. Et donc, l'objectif pour pour éviter une sédation trop profonde, ça va être évidemment de protocoliser cette sédation. Et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, le patient, il doit être confortable, mais il doit être le moins sédaté possible. Donc c'est vraiment de trouver ce compromis. Et ce compromis, on va le faire avec des échelles de sédation, donc que ça soit des échelles d'agitation, comme peuvent être l'échelle de Richemont, hein, je pense que vous connaissez, qui a été d'ailleurs validée par Gérald Schank au niveau francophone.
des échelles de douleur. Alors nous, en réanimation, on utilise essentiellement le BPS, puisque le patient est endormi. Donc c'est un ensemble d'adaptations au respirateur, de positionnement des bras, de mimique du visage. Et avec ces protocoles, avec ces cibles de sédation, bien, on va pouvoir adapter en permanence le niveau de sédation. Et ça, c'est l'infirmière qui va pouvoir manager ça avec les cibles que lui auront prescrit le médecin. Et c'est extrêmement important parce que si on attend que le médecin passe, s'il fait la visite au moins 2 ou 3 fois en réanimation par jour, ben, ce n'est pas la même chose qu'une infirmière qui, elle, au quotidien, tout le long de la journée, va pouvoir adapter sa cible de seringue de sédation. Et je vous dis, c'est extrêmement important parce que maintenant, on a beaucoup d'études, et vous voyez là, il y en a quand même 4 majeures, qui ont montré que trop de sédation induit une surmortalité. Donc, ce n'est pas anodin. Et cette dernière méta-analyse publiée cette année dans Critical Care Medicine montre bien que quand on fait une sédation légère, on a un risque de mortalité qui est diminué pratiquement de 3 en réanimation. Donc vous voyez que c'est quelque chose quand même extrêmement important. Donc dans tous les cas, il faut justifier, comme tous les traitements qu'on fait en réanimation, chaque jour de se poser la question, est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter? Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter la sédation? Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter le ventilateur et d'extuber le patient? Tout ça pourquoi? C'est parce que tout ça va nous empêcher de faire de la rééducation et de pouvoir permettre à des patients, ici vous voyez c'est un patient cérébro-lésé grave qu'on arrive à faire marcher alors qu'il est trachéotomisé, qu'il est scopé, qu'il est sondé, grâce à une espèce de Youpala pour adultes. Nous, notre objectif, c'est la réhabilitation. Donc vous voyez, on peut être parfois avec des objectifs assez différents. On fait de la sédation, mais après, il faut l'arrêter pour pouvoir faire de la réhabilitation. Alors, ça, c'était le bon côté des choses. Et puis, vous savez, avant que la réanimation existe, quand les patients étaient très malades, que ce soit des maladies graves ou des traumatismes, malheureusement, ces patients décédaient. Et puis, il y a eu l'arrivée de la réanimation et on a eu l'illusion de penser qu'on pourrait arriver à sauver et à guérir tout le monde. Alors, effectivement, comme toujours, la réalité, elle est entre les deux. Et il y a encore beaucoup de décès en réanimation, je vous l'ai dit, 1 sur 4 à peu près. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui guérissent. Mais notre objectif aujourd'hui, en réanimation, il est plus simplement de sortir le patient vivant de réanimation, mais de le sortir dans le meilleur état possible. Ce n'est pas une réussite pour nous de sortir un patient de réanimation en état végétatif. Certes, il est vivant, mais ce n'est pas une réussite. Alors pourquoi, je vous le redis, on a été depuis très longtemps confronté au problème de cette sédation et comment on fait cette fin de vie, parce que vous voyez, ça c'est une étude qui est déjà ancienne, mais qui est en fait toujours d'actualité, c'est les taux de mortalité dans un grand hôpital CHU parisien. Et vous voyez, là où les patients meurent, là où les patients meurent à l'hôpital, c'est quand même beaucoup en réanimation, beaucoup plus que dans un service de cancérologie, par exemple. Donc c'est quelque chose auquel on est, nous confrontés depuis très longtemps, et depuis tellement longtemps que vous voyez cette étude parue dans le Lancet, donc quand même une des revues anglo-saxonnes majeures en médecine, qui montrait quoi? 2001, c'est important parce que c'est avant la loi Leonetti. 2001, et on montrait quoi? Que finalement, plus de la moitié des patients qui décédaient en réanimation mouraient en ayant eu avant un arrêt des thérapeutiques. Donc, on était 2001 et déjà plus de la moitié de nos patients décédaient dans une limitation ou un arrêt des traitements. Donc vous voyez que ça fait maintenant plus de 15 ans, 17 ans, qu'on a cette philosophie, cette réflexion sur la limitation, l'arrêt des traitements et comment on accompagne cette limitation et cet arrêt de traitement. Alors, on doit le faire en gardant à l'esprit les 4 grands enjeux éthiques, je vous les ai rappelés là, ça fait toujours pas de mal de les rappeler, qui sont le respect de l'autonomie. Le respect de l'autonomie, c'est le consentement, la bienveillance, mais aussi la non-malveillance. Donc, on va en parler de la loi, donc l'interdiction de l'acharnement thérapeutique et une justice distributive, ça c'est les mêmes soins pour tous.
La notion du handicap acceptable, en médecine, on peut se dire tout handicap est acceptable, mais la question se pose différemment quand c'est l'action médicale qui va entraîner ce handicap, et notamment quid de l'absence de retour à un état de conscience, et l'importance de la procédure collégiale. Je vous ai mis ici des extraits de livres de Anne-Laure Bock, qui est neurochirurgienne hospitalière et docteur en philosophie, et qui nous rappelle qu'effectivement la médecine s'attelle au handicap à tous ses stades. Elle se bat pour prévenir l'installation des handicaps, pour guérir les handicaps installés, pour prendre en charge les handicaps qu'elle ne peut éviter. L'envers de la médaille, la médecine est aussi à l'origine d'un nombre important de handicaps. La médecine moderne fabrique du handicap. Et c'est très clair, l'état végétatif n'est jamais naturel. Il n'existe pas d'état végétatif dans les sociétés passées ou présentes qui n'ont pas de réanimation moderne. On ne peut pas être en état végétatif si on n'a pas été en réanimation. On est mort. Et nous, grâce à nos techniques, on va créer cet état végétatif. Donc c'est important, c'est une notion quand même lourde à porter. Hein. C'est qu'au départ, on ne sait pas, évidemment, on lance une réanimation, on ne sait pas toujours ce que ça va devenir, mais c'est pour ça qu'on est obligé de se reposer en permanence la question, est-ce que là, on n'est pas en train de faire des choses déraisonnables ou futiles? Alors la loi Leonetti, bref rappel, 2005, c'était très original. Hein. D'abord dans son titre. C'est une loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Ce n'est pas des droits des malades en fin de vie. Il y a une nuance qui est extrêmement importante. C'était une loi d'initiative parlementaire. Elle n'a pas été proposée par le gouvernement, mais par les députés élus. C'est la seule proposition de loi votée à l'unanimité au cours de la Ve République, ce qui est quand même, on va dire, extrêmement symbolique. Et puis, il faut le dire, je pense le redire et le re-redire, c'est une loi qui répond à la très grande majorité des problématiques, quand elle est appliquée. Alors ces grands principes, c'est la consécration de l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, hein, ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. C'est le renforcement de l'information du patient. C'est le renforcement du libre choix du patient conscient. C'est l'introduction de la notion du double effet. C'est l'introduction de la procédure collégiale pour le patient hors d'état d'exprimer sa volonté. C'est la notion de directive anticipée. Et c'est la consécration des soins palliatifs. Donc c'est quand même une loi extrêmement importante dans ces grands principes. Et puis vous avez eu les modifications de cette loi en 2016, qui s'est donc appelée la loi Claes-Leonetti. Finalement, qu'est-ce qu'elle a modifié par rapport à la loi initiale? Eh bien, c'est que le mot souffrance remplace le mot douleur. Elle introduit cette notion de sédation profonde et continue. Elle affine la notion de directive anticipée qui devienne cette fois-ci contraignante. Elle affirme aussi que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements, et donc par là même, on peut les arrêter. Vous savez que ça a été un grand débat. Et enfin, que la parole de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage. Donc vous voyez, c'est des modifications qui sont quand même extrêmement importantes. On va revenir dessus. Alors juste pour, symboliquement, c'est une diapositive que j'ai empruntée à François Viala, qui m'a gentiment prêté. Hein. Vous avez en bas le texte de loi, hein, c'est une petite lettre, et puis vous avez la pile, qui sont les travaux de la loi. On a toujours l'impression, quand on voit la loi, on se dit « Oh, elle fait 2 pages, cette loi, c'est un peu bâclé. Hein. » En fait, non, hein, c'est beaucoup de travail, et dans le texte final, chaque mot est pesé, et c'est une synthèse extrême, on va dire, de tous les débats qu'il y a pu y avoir. Alors, pour revenir à cette sédation profonde et continue, elle va être réservée à des malades atteints d'une affection grave et incurable, et dans des situations précisément décrites par la proposition de loi. Et en fait, en pratique, on a 3 situations. La première, c'est elle pourra être décidée par l'équipe médicale lorsque la souffrance du malade
et chaque mot est important, dont le pronostic vital est engagé à court terme, est réfractaire au traitement. Donc ça, c'est première situation. Deuxième situation, elle pourra être mise en œuvre lorsque le patient décide d'arrêter tout traitement, engageant le pronostic vital à court terme, et que cette décision est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Ça, c'est des situations auxquelles on peut être confronté, des patients qui ne sont pas en fin de vie. Nous, par exemple, on a eu à vivre à plusieurs reprises des patients tétraplégiques, ventilés, pour lesquels on n'arrivait pas à les sevrer du respirateur, et qui nous ont demandé de les débrancher du respirateur. Ces patients n'étaient pas du tout en fin de vie, ils auraient pu vivre 20 ou 30 ans encore. Mais ils ne voulaient pas de cette qualité de vie. Et c'est assez violent, hein, je ne vous cache pas, de débrancher un respirateur. Donc, parce que la personne, étant reliée à son respirateur, ne pouvant respirer qu'avec lui, évidemment, elle va tout de suite s'étouffer. Donc là, c'est une sédation profonde et continue qu'on débute d'emblée à un très haut niveau avant de débrancher le respirateur. Mais bon, on en reparlera si vous voulez, c'est des moments un petit peu compliqués quand vous regardez la personne dans les yeux et qu'elle sait, puisque c'est à sa demande, que c'est sa dernière fois, quoi. Et qu'elle n'est pas en phase terminale. Et la troisième situation, celle où nous on est régulièrement confrontés en réanimation aussi, c'est cette sédation, et là c'est pas pourra, c'est doit être effectuée lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l'obstination déraisonnable, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie. Donc là, c'est classiquement le patient comateux, pour lequel on estime que le pronostic est extrêmement défavorable, et donc à partir du moment où on décide d'arrêter la réanimation, eh bien, on se doit de mettre en place une sédation profonde et continue. Ça, pour nous, ça a été extrêmement important dans notre évolution de ces prises en charge, parce que jusqu'à présent, la sédation profonde et continue, elle était faite pour assurer le confort du patient. Et donc, il fallait qu'on ait des signes d'inconfort pour pouvoir déclencher une sédation. Le problème du patient comateux, c'est que c'est difficile d'avoir des signes d'inconfort. Et pourtant, on les sédatait, donc on n'était pas très à l'aise. On n'était pas très à l'aise sur l'intentionnalité de la sédation. Là, cette loi, cet amendement qui a été rajouté, nous a aidés, puisqu'on estime que, puisqu'on n'est pas capable de savoir si le patient il souffre, on considère qu'il souffre, et donc on doit mettre une sédation, analgésie, profonde et continue. Donc pour nous, ça a été un grand progrès à ce niveau-là. Ce qui est extrêmement important, c'est que dans ces trois situations où on instaure une sédation profonde et continue, celle-ci ne peut pas être faite sans avoir eu en amont une procédure collégiale pour vérifier justement les conditions prévues par la loi. Est-ce qu'on est bien dans ces trois situations? Et il faut impérativement avoir fait une procédure collégiale avant. Alors, les modifications entre 2005 et 2016, vous voyez, bon, le mot, donc à droite, vous aviez les textes de 2005, donc vous avez la douleur qui a été remplacée par la souffrance, puis il y a un autre petit glissement, c'est peut-être pas le mot, mais évolution, qui est que dans la loi de 2005, c'était le double effet, hein, c'était qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie. C'était vraiment la notion du double effet. Et vous voyez que dans la loi de 2016, ça a un peu changé. Déjà, effet secondaire a disparu. Et la phrase est devenue « même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie ». Donc vous voyez, c'est un peu différent, hein. On s'avance encore vers quelque chose dont on sait qu'on est assez tenu sur un fil. Le rôle persuasif du soignant disparaît aussi dans la loi de 2016. Avant, quand le patient désirait ne pas avoir un traitement
ou avoir une sédation, etc., on devait essayer de le convaincre de prendre le traitement, etc. Ça a complètement disparu de la nouvelle loi. On ne doit pas essayer de convaincre le patient du bien fondé de ce qui est pour lui. Et donc, on a juste à lui demander de réitérer sa demande. Donc, vous imaginez bien qu'un tétraplégique qui nous demande de débrancher du ventilateur, on se donne du temps. Hein. On ne dit pas oui, ok, on va le faire. Hein. On lui dit on va en discuter. On se donne des semaines. Des semaines, parce qu'un tétraplégique, il est toujours dépressif après un traumatisme. Ils passent tous par une phase où malheureusement, ils sont au fond du trou. Et la plupart arrivent à remonter. Et quelques-uns, d'abord parce qu'on arrive à en séparer du respirateur quand même un certain nombre, mais quelques-uns, on n'y arrive pas. Et c'est là où, effectivement, à ce moment-là, où la demande a été réitérée, où la famille est... Alors, comme le patient est conscient, la famille, on va dire hein, quelque part, on s'en fiche, mais qui appuie la demande de son proche en disant « mais il vous le demande », etc. Donc, au bout d'un moment, effectivement, après avoir essayé de se donner du temps, que le patient s'est donné ce recul-là, ben, on arrive à faire cet acte quand... effectivement, il est demandé. Alors, il y a cette notion de directive anticipée contraignante. Alors, juste un rappel, hein. Ça paraît évident, mais j'ai déjà vu tellement de fois que les directives anticipées, elles ne s'appliquent qu'au patient qui n'est pas en état de donner sa volonté. Il peut avoir écrit ce qu'il veut avant, s'il est conscient, ça ne compte pas. Hein, parce que de temps en temps, on dit « Ah oui, il avait dit qu'il ne voulait pas aller en réanimation. Oui, mais il est conscient, il veut aller en réanimation. » Oui, ben, on se fiche des directives anticipées qu'il a écrites. Je veux dire, juste ça, c'est quand même une notion fondamentale. Les directives anticipées, c'est le patient qui n'est plus en état de dire ce qu'il veut faire. Alors, elles existaient déjà dans la loi de 2005, sauf que dans la loi de 2016, alors, elles n'étaient valables que 3 ans, donc maintenant, elles n'ont plus de durée. Il n'y a plus de limite de temps. Et elles deviennent opposables. Opposables. Donc, je vous rappelle que ce qui a changé dans la loi de 2005 à 2015 sur tout ça, c'est que lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, ça c'était la loi de 2005, hein, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne pouvait être réalisé, alors il fallait avoir rempli un certain nombre de critères. Donc la procédure collégiale, ça datait déjà de 2005, et la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut un de ses proches, et le cas échéant, les directives anticipées. Là, ça s'est transformé. Là, ça ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale et les directives anticipées. Donc, ce n'est pas ou le cas échéant, hein, c'est et les directives anticipées. Ou, s'il n'y a pas de directive anticipée, à défaut, la personne de confiance. Et, ou, s'il n'y a pas de personne de confiance, les proches. La famille, les proches, etc. Ce qui veut dire que s'il y a une personne de confiance, c'est son avis qui compte, pas celui des proches. Enfin, pas celui des proches. Bien sûr qu'on va prendre le... Mais c'est cet avis-là qui prévaut pour nous aider à prendre la décision, plus que celui des proches. C'est pour ça que c'est important hein, de désigner sa personne de confiance. Et on peut désigner une personne de confiance qui n'est pas ses proches. Hein. Moi, j'en connais, parce qui ont dessiné un collègue, par exemple, parce qu'ils m'ont dit, mais nous, je sais que si c'est mes proches, ils vont vouloir aller jusqu'au bout, qu'on s'acharne. Hein. Moi, je veux pas. Hein. Donc, je préfère que ça soit un collègue qui sait ce que je veux et qui comprend l'état des lieux et qui prendra la décision à ma place si je suis pas capable. Alors que mon conjoint, lui, il va vouloir peut-être à tout prix que je m'en sorte à n'importe quel prix. Et ça, moi, je veux pas. Donc, le proche est paradoxalement pas toujours celui qui est le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour vous. Ça peut marcher dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. Donc, ces directives anticipées, elles s'imposent. Elles s'imposent. Alors, on a quand même des dérogations. La première, c'est qu'en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation,
Donc là, effectivement, on peut dire, attendez, on essaie de voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a, avant de dire, hop, on arrête tout, on ne fait pas de réanimation. Donc on a ce temps en cas d'urgence pour se dire, on fait quand même les traitements, et puis après on voit. Ou lorsqu'on estime que les directives anticipées, elles sont manifestement inappropriées. C'est pas facile à remplir des directives anticipées. Je ne sais pas si vous avez regardé, parce qu'il y a un décret, je crois que c'est de août 2017, hein, qui précise la façon dont on doit remplir les directives anticipées avec deux modèles. Un modèle A et un modèle B. Alors vous allez être plutôt confronté au modèle A, c'est-à-dire le patient qui a une maladie chronique, qui a une maladie terminale ou une maladie chronique évolutive, et dont on sait que l'issue va être fatale, et qui décide, dans ses directives anticipées, bon, par exemple, il y a une sclérose latérale amyotrophique, voilà, quand j'arriverai au stade de la détresse respiratoire, je ne veux pas être intubé. Un cancéreux au dernier degré, je ne veux pas aller en réanimation, enfin, je donne des exemples. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à peu près bien à cerner et à comprendre la façon dont on peut rédiger ça. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le modèle B, c'est-à-dire que vous êtes en pleine santé, vous êtes sur le bord d'une table, hein, en train de manger avec des copains, et puis vous dites, ah bah alors là, moi si j'ai un accident, je veux pas devenir hémiplégique, hein, ou je veux pas qu'on m'ampute un membre, ou si je deviens sourd, je veux pas vivre. C'est un peu compliqué ça, hein. C'est un peu compliqué parce qu'une fois que vous l'êtes, le problème c'est pas de savoir s'il a envie ou pas de devenir sourd. C'est que s'il veut pas devenir sourd, l'alternative c'est il meurt dans sa directive anticipée. Donc vous voyez, c'est quand même un peu compliqué à rédiger ce genre de choses. Alors on peut assez facilement imaginer, se dire, je veux pas être dans un état végétatif. Bon, ça c'est assez clair. Après, au-delà, je veux pas être tétraplégique, par exemple. C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. En tout cas, si on refuse, on n'applique pas les directives anticipées, il faut qu'on fasse une procédure collégiale pour expliquer pourquoi on ne suit pas les directives anticipées et on les écrive dans le dossier. C'est-à-dire qu'on doit les motiver. Donc on peut, hein, voilà, si on estime qu'elles sont inappropriées, eh bien on peut le faire, mais il faut que ça soit tracé et avec une procédure collégiale. Alors pourquoi je vous parle des tétraplégiques? Parce que si je vous demande à vous, bien sûr, personne n'a envie de devenir tétraplégique. Et on pense tous, quand on est bien portant, qu'être tétraplégique, c'est une qualité de vie qui est insupportable. Alors juste à titre d'exemple, je vous ai mis quand même cette étude qui est un petit peu ancienne, hein, mais qui reprend quand même 82 patients tétraplégiques. Vous voyez, 14 à 24 ans après leur traumatisme, des tétraplégiques très hauts, hein, ils sont tous ventilés en permanence. Vous voyez, quand on leur demande leur qualité de vie, 97% vivent chez eux, 1 sur 5 sont mariés. Quand on leur demande comment vous estimez votre qualité de vie, 83% estiment leur qualité de vie excellente ou bonne. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Et à la question « Est-ce que vous êtes heureux d'être en vie ?», 86% répondent oui, en disant « La vie vaut la peine d'être vécue ». Donc, directive anticipée, ok, mais difficile quand même, hein? Difficile de se prononcer. Alors, un autre exemple, j'aime bien citer parce que je trouve que c'est quand même... ça nous interpelle vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'un certain nombre connaissent l'histoire de Philippe Croison, hein, qui a été électrocuté gravement pendant 20 minutes sur une ligne à 20 000 volts, qui a fait des mois de réanimation, et qui, après être sorti de la réanimation, s'est lancé un défi de relier les 5 continents à la nage. Donc, vous voyez, ça fait des... Alors moi, je suis un nageur, hein. Je peux vous dire que c'est quand même un sacré défi, hein, parce que c'est 15-20 km, vous voyez les durées, hein, 8 à 15 heures, 8 à 15 heures, 8 à 15 heures, il n'y a que 3 à 5 heures, mais l'eau, elle fait quand même 0 à 3 degrés, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est quand même un exploit, et c'est d'autant plus un exploit quand on sait comment il est, Philippe Croison. C'est quand même, franchement, un cas de résilience extrêmement... alors c'est évidemment un cas, hein, mais il va entraîner derrière lui beaucoup de gens et aider beaucoup de gens justement à avoir cette capacité de résilience. Et ce qui est très important quand on prend une décision d'arrêt, c'est cette notion de temporalité.
Je vous ai mis, alors, je vous conseille son bouquin, hein, parce que c'est super bouquin. Je vous ai mis des extraits de son bouquin. Donc je vous laisse en prendre connaissance, parce que c'est assez... je pense que ça pourra donner un peu de débat après sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Voilà. À méditer, je pense. Alors en pratique, la loi 2016, finalement, on a quatre situations. Le patient est en fin de vie et conscient. Eh bien, on doit respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences. Hein, c'est le premier principe d'éthique médicale. Et si on doit mettre une sédation profonde et continue, eh bien, on doit faire une procédure collégiale. On doit assurer évidemment sa dignité, soins de confort et consigner tout ça dans le dossier. Quand le patient est en fin de vie et inconscient, donc là, c'est une décision médicale après une collégialité. Hein, et je vous rappelle que ce n'est pas la procédure collégiale qui décide, c'est le médecin qui décide après une procédure. Ce n'est pas une décision collégiale, c'est une décision médicale après une procédure collégiale. Pas du tout la même chose. Après avoir tenu compte, évidemment, des directives anticipées, de l'avis de la personne de confiance, de la famille et des proches, et là, on fait une limitation à un arrêt thérapeutique, on consigne dans le dossier médical. Et comme le patient est inconscient, la sédation profonde et continue est obligatoire. Troisième situation, le patient n'est pas en fin de vie et est conscient, c'est typiquement le tétraplégique. Il refuse tout traitement, il doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. On consigne la limitation dans le dossier médical. Et si l'arrêt de la thérapeutique, alors ça peut être une thérapeutique qui n'est pas douloureuse, il peut dire je ne veux pas de cette chimiothérapie. Il peut avoir une chimiothérapie sans être en fin de vie. Hein. Je ne veux pas de cette chimiothérapie. Elle peut peut-être le sauver, mais il n'en veut plus. Il est usé. Là, on n'a pas forcément une raison de mettre une sédation profonde et continue. Le fait de ne pas faire une chimiothérapie ne va pas entraîner une souffrance inacceptable. À l'inverse, le patient qu'on va débrancher du respirateur, clairement, il va faire la carpe. On est obligé de mettre une sédation profonde et continue. Donc, elle n'est pas obligatoire. Ça va dépendre du contexte. Et puis, vous avez le patient qui n'est pas en fin de vie et qui est inconscient. Donc là, de nouveau, finalement, c'est la même chose que le deuxième cas. Hein. Sédation profonde et continue obligatoire, collégialité, décision, traçabilité. Alors, juste pour vous dire qu'au niveau de la Société française d'anesthésie-réanimation, on a proposé un document de limitation d'arrêt thérapeutique. C'est moi qui pilotais ce groupe de travail entre le comité réanimation donc, de notre société, le comité d'éthique, et j'avais demandé à François Viala de nous assister comme juriste. Donc c'est un document qui est téléchargeable sur le site de l'ASFAR et qui est même intégrable dans les dossiers informatisés des structures hein, ou des hôpitaux. C'est pour vous aider dans la démarche d'une limitation et d'arrêt des thérapeutiques pour bien se rappeler ce qui est nécessaire, les questions qu'on doit peut-être être amené à se poser. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Hein, donc, vous voyez, il y a le motif d'initiation de la discussion, les personnes qui vont initier la discussion. Vous avez les membres de l'équipe qui ont été présents lors de la procédure collégiale. Et puis vous avez, et c'est pour ça qu'on l'a fait, je pense que c'est important, c'est toutes les questions qu'on doit se poser quand on aborde ce sujet. Donc vous avez ce qu'on a appelé l'argumentation en faveur ou contre une limitation selon l'équipe en charge. Donc vous avez par exemple, le patient refuse un traitement dont la non-application peut entraîner le décès, oui, non ou non applicable. Et vous avez plusieurs items comme ça. Vous voyez, l'absence d'amélioration malgré un traitement actif optimal, une souffrance physique qui est contrôlée, oui ou non, une qualité de vie relationnelle future limitée, oui ou non. Et tous ces éléments, en mettant les sommes des oui et des non, au bout du compte, ça permet d'avoir à peu près screené l'ensemble des questions qu'on doit se poser, encore une fois, en termes de limitation d'arrêt des thérapeutiques, parce que, je le redis dans la conclusion, aujourd'hui, on est peut-être plus à se poser la question de la quantité de vie, mais vraiment de la qualité de vie. Et je pense que ça fait partie de cette réflexion. Voilà. Et puis à la fin, la décision qui est prise, en sachant qu'on peut avoir plusieurs niveaux de limitation. Hein. Nous, on va dire ce qu'on appelait le niveau 1, c'est-à-dire on ne fait aucune limitation. On continue le traitement maximal. On a le niveau 2,
Le niveau 2, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'escalade supplémentaire. On continue les soins tels qu'ils sont, et les traitements tels qu'ils sont, bien sûr les soins on les continue toujours, hein, mais les traitements tels qu'ils sont appliqués, mais s'il y a encore quelque chose qui se surajoute, bon là on n'ira pas plus loin. Mais on a beaucoup de patients qui sortent vivants après une limitation de ce niveau-là. C'est-à-dire, finalement, leur cursus a fait que voilà, c'était une personne assez âgée, on avait engagé déjà un certain niveau de réanimation, et puis on s'est dit, bon, là, si ça s'aggrave encore, ça ne sera pas raisonnable. Mais ça ne s'est pas aggravé encore, et donc finalement, le patient, après, il est sorti. Mais il aurait fait un arrêt cardiaque, on ne l'aurait pas massé. Il serait mis en insuffisance rénale, on ne l'aurait pas dialysé. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et puis on a le niveau 3. Le niveau 3, voilà, c'est on arrête les traitements. On arrête les traitements, et avec ou sans sédation profonde et continue, en fonction du contexte que je vous ai évoqué. Et juste pour terminer, parce que peut-être que ça vous fait réfléchir, nous, en tout cas, ça nous fait réfléchir, c'est le cas particulier du prélèvement d'organes de type Maastricht 3. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une situation très particulière. Ça concerne les personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d'arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation. Donc, grosso modo, ce sont des patients chez qui on va décider en amont une limitation ou un arrêt des traitements qui va amener à un décès du patient. Alors, vous savez que les prélèvements d'organes, aujourd'hui, la majorité en France, sont faites sur les patients dits en état de mort cérébrale. Donc, puisqu'on a deux façons d'être mort, hein. Soit le cerveau est mort, et c'est l'état de mort cérébrale, soit c'est le cœur qui s'arrête. Donc, c'est les deux façons d'être déclaré mort en France. Et ce Maastricht 3, ça s'adresse à des patients dont la mort sera l'arrêt cardiaque qui suit une limitation des thérapeutiques. Le patient va faire un arrêt cardiaque, je vais vous expliquer un petit peu, on attend 5 minutes après l'arrêt cardiaque, et on lance une technique de réanimation des organes. C'est un peu violent, hein. Et le plus souvent, donc, c'est fait, on extube le patient, mais la sédation profonde et continue. Là où c'est... alors à Montpellier, le programme est lancé, mais on n'en a pas encore fait. C'est fait dans beaucoup d'endroits en France. Et vous voyez, sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque, c'est la majorité dans le monde, hein, de cette situation-là. C'est le timing de la procédure qui est un peu interpellante. Moi, je trouve, hein, donc... nous, en tout cas, dans l'équipe, on n'ira pas. C'est complètement légal, c'est autorisé, etc. Mais nous, pour l'instant, on n'est pas très à l'aise avec ça. Parce que vous voyez, le timing, c'est la décision. Donc, on prend une décision, comme on fait d'habitude, sans réfléchir à la suite, de limitation, d'arrêt des traitements. Donc, en général, une décision qui ne se décide pas du jour au lendemain. Hein. En réanimation, on en parle un jour, puis on en reparle un deuxième jour, puis on en reparle un troisième jour, puis on commence par une latte de niveau 2, et puis on voit que ça ne s'améliore pas, et on se dit, voilà, on passe à une... Voilà, c'est pas un jour comme ça, on décide... hein. Donc, mais une fois qu'on a pris la décision de latte de niveau 3, là, on interroge la coordination, puis si le patient est potentiellement éligible à un don d'organes, on va aller interroger la famille sur la façon dont comment le patient s'était prononcé de son vivant. Et juste pour vous dire comment ça se passe. Quand on met en œuvre la limitation, c'est-à-dire qu'on débute la sédation profonde et continue, vous voyez que le délai que l'on a, donc vous voyez, on a l'arrêt cardiaque, voilà, l'arrêt cardiaque qui survient ici. Donc pendant 5 minutes, on ne doit rien faire, laisser l'arrêt cardiaque, et après, on a 15 à 20 minutes de mise en place des îlets pour reperfuser les organes. Et donc, vous voyez qu'entre le moment où on met en œuvre la latte et le moment où il y a l'arrêt cardiaque, il ne doit pas y avoir plus de 3 heures. C'est-à-dire qu'au moment où vous mettez la sédation, le moment où le patient décède, c'est 3 heures maximum. C'est pas long, hein. C'est pas long. Et quand vous regardez en plus, entre le moment où le patient a une pression artérielle inférieure à 45 et le moment où les organes sont reperfusés, vous voyez, il doit y avoir 30 minutes si on veut du foie, 90 minutes si on veut du poumon, 120 minutes si on veut du rein. Donc, vous voyez, c'est des timings très... Donc, c'est quand même un peu... Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire une sédation profonde.
profonde. Et c'est pour ça que je vous ai remis là, parce que ça me semble important, la différence entre, ça c'est les recos, je pense que vous les connaissez, sur la sédation profonde et continue de la Haute Autorité de Santé de 2018, de février 2018, qui distingue la sédation profonde et l'euthanasie. Et vous voyez que voilà, le résultat, la sédation profonde poursuivie jusqu'au décès à l'évolution naturelle de la maladie, alors que dans l'euthanasie, la mort immédiate du patient. Le 2, la temporalité, la mort survient dans un délai qui ne peut pas être prévu. L'euthanasie, c'est la mort est provoquée rapidement par un produit létal. Vous voyez que sur le Maastricht 3, on est un peu sur la ligne un peu ligne, quoi. Donc je pense que ça ira mieux, et il y a des enquêtes nationales qui sont faites sur le sujet, je pense que ça ira mieux quand on aura vraiment protocolisé ce protocole de sédation, qui doit finalement être le même que celui qu'on fasse ou non un prélèvement de type Maastricht 3. Et là, comme ça, on n'aura pas de différence, au moins dans l'intentionnalité de ce qu'on veut faire. Juste pour vous rappeler ça, je pense que ça semble assez évident. Et donc pour conclure, ben, je dirais toujours, hein, c'est un sujet qu'on doit toujours aborder avec prudence, humilité, humanité et surtout sans dogmatisme. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. En urgence, c'est toujours difficile d'évaluer le pronostic. Donc il faut savoir se donner du temps, il faut savoir argumenter, tracer nos décisions. Hein. Moi, je suis expert auprès de la Cour d'appel. C'est hallucinant quand on tombe sur les dossiers médicaux où on ne comprend pas ce qui a été fait parce qu'il n'y a aucune traçabilité dans le dossier médical. Donc là, c'est difficile après de savoir si effectivement ça avait du sens. La collégialité, les principes de la loi, savoir donner ses chances aux patients, savoir décider une réanimation d'attente en se disant il n'est jamais trop tard pour réanimer, par contre il peut être trop tard pour ne pas réanimer. Une fois qu'on n'a pas réanimé, hein, ce qu'on dit toujours, on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Là, c'est un peu la même chose. Si on a décidé de ne pas réanimer, ben, c'est perdu. Hein. Après, on a décidé de réanimer, on peut toujours se décider d'arrêter dans un deuxième temps. Et puis cette notion de quantité de vie, de qualité de vie, ça c'est juste la bande dessinée qui est une très belle bande dessinée sur laquelle j'ai sorti mes illustrations. Je vous remercie.